Bonjour à tous et bienvenue sur Première Loge, un podcast par les artistes pour les artistes. Ici, on parle de processus créatif, des réalités des métiers artistiques et on donne les bons conseils pour se lancer. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur et scénariste Stéphane Nikwong qui a sorti cette année en salle son long métrage Dans la cuisine des Nguyen. Ce film raconte le tiraillement d'Yvonne qui rêve de jouer dans une comédie musicale alors que tout la rattache au restaurant familial vietnamien. Et s'il y a bien une personne derrière les fourneaux, c'est son réalisateur Stéphane Nikwong qui est aujourd'hui au micro de Première Loge. Stéphane, merci d'avoir accepté cette invitation déjà. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc je suis Stéphane Nikwong, je suis scénariste, réalisateur, parfois comédien. J'ai une formation de cinéma à la base, j'ai tout de suite fait des études de cinéma après le bac, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. J'ai réalisé plusieurs courts-métrages avant de faire mon long, mais j'ai aussi bifurqué un moment vers le théâtre. J'ai eu une longue parenthèse, enfin de plusieurs années, un moment où je pensais mettre un terme au cinéma, en fait. Donc voilà, et puis finalement, ce désir m'a rattrapé. Je me suis remis dans le bain, j'ai refait des cours et puis j'ai commencé à développer mon long métrage. Dans ton film, justement, Yvonne, le personnage principal, elle dit « Depuis toute petite, je me faisais mon cinéma. Moi, je préfère voir la vie en comédie musicale. » D'où te vient, toi, ton intérêt pour le cinéma ? Peut-être comme Yvonne, je pense que ça a commencé probablement avec la comédie musicale quand j'étais enfant, avec des films musicaux plutôt jeune public comme Podane ou Mary Poppins. Je crois que ce qui me plaisait, c'était cette magie, cette fantaisie, cette poésie qui existait dans ces films-là. De se dire que la vie était bien plus belle sur les écrans, qu'elle était plus belle que celle que j'y vivais, enfin c'est l'impression que j'avais. Et petit à petit, voilà, mon goût s'est élargi au cinéma en général. Mais je crois que mon goût du cinéma vient d'abord de la comédie musicale. Donc c'était très logique pour toi de commencer un long métrage en faisant une comédie musicale finalement. Eh bien en fait, ce n'était pas si logique que ça. C'est-à-dire que oui et non. C'est-à-dire que j'ai fait des courts-métrages musicaux, j'ai écrit et mis en scène des spectacles musicaux, mais quand j'ai commencé à développer mon projet de premier long, je me suis dit ça va être compliqué pour un premier long, personne me connaît, une comédie musicale, c'est plus de budget, les Français n'aiment pas la comédie musicale, donc j'étais plutôt parti sur quelque chose de plus traditionnel, plus classique. Et petit à petit, ça a été un long processus de maturation. Je me suis dit, en fait, comme Yvonne, je dois assumer mon identité, je dois assumer ce que j'ai envie de faire. Et si j'ai envie de faire une comédie musicale qui démarre avec des éventails en plumes roses, je vais le faire. Est-ce que tu te souviens de ton premier tournage ? Oui, tout à fait. Oui. J'ai grandi en région parisienne. Je ne fais pas partie d'une famille spécialement artiste. Donc, pour moi, le cinéma, c'était quelque chose qui me faisait rêver, mais qui me semblait assez inaccessible. Et quand j'étais ado, j'étais fan entre autres, de Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin, etc. Et j'ai appris par une de mes sœurs qu'un de ses amis était premier assistant sur un film d'Agnès Varda avec Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg. En fait, c'est un film qui est devenu 2 films, Jane B par Agnès V et Kung Fu Master. Et j'avais 12 ou 13 ans en fait. Ah oui, j'ai dit, je peux pas aller sur le tournage, je peux pas lui demander. Elle a demandé à son ami qui a dit, ok, là il y a ce jour-là, on a une scène dans laquelle joue Mathieu Demy. C'est une sortie, il sort du collège et il se retrouve au café avec ses amis. Et je me suis retrouvé à faire de la figure dans ce café. Et il y avait aussi donc Jane Birkin, une de mes idoles. Il n'y avait pas Charlotte Gainsbourg dans cette scène. Et je me souviens que Agnès Varda a dit on va demander au jeune homme de faire le copain de Mathieu. Donc vous allez venir là, vous allez dire telle phrase, machin. Et moi j'étais complètement tétanisé. J'étais hyper timide. J'ai été timide très très longtemps, y compris dans ma vie d'adulte. Mais imagine, tu vois, à 12 ans, 13 ans, sur un plateau, il y avait Jane Birkin, il y avait Agnès Varda. Bon, je savais pas trop qui était Agnès Varda à l'époque, mais bon. Et donc voilà, et cette scène est restée dans le film, elle n'a pas été coupée. C'est très rapide, mais c'est un premier souvenir de tournage très fort. Ce qui était fort, c'était aussi de découvrir
le travail d'équipe, en fait, de voir une équipe travailler, même si c'était vraiment juste une journée, et de mon point de vue de figurant, un peu comédien. Mais c'était très chouette de voir tout ce monde s'activer pour voilà, mettre en marche une scène. Et puis rétrospectivement, je me dis que un premier tournage avec Varda, Mathieu Demy, Jane Birkin, c'était pas si mal. C'est une très belle première expérience, en effet, c'est pas donné à tout le monde. Donc tu es dans le film d'Agnès Varda. Tout à fait, ouais. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu réalises que tu veux en faire ton métier ou c'est quelque chose qui vient plus tard? Ça vient un tout petit peu plus tard, mais pas longtemps plus tard. C'est-à-dire que, en fait, je crois que j'ai toujours voulu et aimé raconter des histoires, mais je ne savais pas forcément par quels moyens. J'aimais écrire des histoires aussi, donc je me disais que peut-être je serais écrivain ou quelque chose comme ça. Et quelques années plus tard, quand j'étais en seconde, donc j'avais 15 ans à peu près. Toujours par la même sœur, j'ai eu la chance d'aller sur un autre tournage qui était Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. Bien sûr. Et pareil, je me suis retrouvé à faire de la ciguë. Et là, encore une fois, ce qui m'a énormément plu, c'est le travail d'équipe, une nouvelle fois. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, en fait, c'est du cinéma que j'ai envie de faire. Je me souviens que en seconde, cette année-là, en début d'année, quand on remplissait les petites fiches, je mettais réalisateur, écrivain ou journaliste. Je crois que je mettais ça. Et après, à partir de la première, je mettais réalisateur. C'est arrivé en plusieurs étapes, à chaque fois avec des tournages assez forts et emblématiques et qui m'ont marqué. Donc c'est venu quand même très très jeune ton envie de cinéma. Est-ce que immédiatement tu t'es tourné du coup vers des études en lien avec le cinéma ou tu as suivi une voie entre guillemets plus classique? J'ai fait des études de cinéma tout de suite après le bac. D'accord. J'ai quand même fait un bac scientifique, même si je pense que j'aurais été beaucoup plus à l'aise avec un bac littéraire. Bon, ça s'est bien passé, hein, je l'ai eu sans problème, mais j'ai quand même voilà fait ce bac scientifique, et c'est vraiment après j'ai décidé de m'inscrire en fac de cinéma. Donc je suis allé à Paris 8, Saint-Denis, pendant 3 ans. Après ça, je suis parti à New York, à Brooklyn College, l'équivalent d'un Erasmus, mais avec les États-Unis. Et voilà, et en rentrant, je commençais à faire des cours, travailler un peu, voilà. Et puis donc j'ai fait 2 courts-métrages, et je pensais pouvoir passer au long après le deuxième. Ça ne s'est pas produit. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à bifurquer vers le théâtre pendant un certain nombre d'années. Parallèlement, je travaillais dans le journalisme aussi, plutôt culturel, plutôt théâtre et théâtre musical. Et voilà, et quand j'ai approché la quarantaine, je me suis dit, mais en fait, mon rêve, c'est vraiment de faire du cinéma, et il faut que j'y retourne et que je me batte pour y arriver. Est-ce que ton expérience aux États-Unis, ça a changé ta perception du cinéma? Oui, quand même, en partie. C'est-à-dire que donc avant ça, j'étais à Paris 8, et donc c'est une approche française entre guillemets, même si Paris 8 est quand même plus pratique que d'autres facs de ciné, mais on est plus, on est beaucoup dans l'analyse, dans le fond, dans ce que ça raconte, dans l'intellectualisation de certaines choses, et je trouve ça super, hein. Mais aux États-Unis, en fait, on avait une approche très très pratique, très pragmatique, et j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant d'avoir ces 2 approches-là qui se complétaient finalement. Donc oui, d'une certaine manière, ça a changé un peu mon regard, mon approche. J'aime à la fois raconter des choses qui ont un peu de sens quand même, j'essaye, mais j'aime aussi être dans des choses qui leur fonction n'est pas le mot, mais qui ont du rythme, qui ne se regardent pas parler, qui ne s'écoutent pas parler uniquement, et voilà, qui avec un certain plaisir à faire, et j'espère à regarder. Bien sûr. Et du coup, donc tu disais que tu réalises tes premiers courts-métrages. À ce moment-là, comment est-ce que tu affines ton style de réalisateur? En fait, je pense que le style, le ton, notre univers, on le cherche et on l'affine au fur et à mesure. Donc je ne peux pas dire que
j'ai trouvé mon ton dès mon premier court Oui. métrage. Je pense que ça se fait petit à petit, qu'on n'a pas forcément la distance de cette pour pouvoir l'analyser. Cette distance vient parfois avec le temps, parfois avec le regard des autres. Enfin, c'est un ensemble de choses. Voilà, par exemple, une thématique qui est assez forte dans mon travail, c'est les questions liées à l'identité et à la diaspora vietnamienne. C'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait au départ, et c'est venu à la fois en explorant mon écriture, mais aussi simplement en évoluant moi-même en tant qu'adulte. Juste après ces 2 courts-métrages, tu te sentais pas tout de suite de passer au long et tu as bifurqué vers le théâtre. Pourquoi est-ce que tu fais, un tel choix? Alors en fait, c'est pas que je me sentais pas de passer au long, je voulais passer au long, Oui. mais les circonstances ont fait que ça ne s'est pas fait. Voilà, j'avais signé un projet de long qui ne s'est pas fait. Voilà, ça arrive. Ça m'a pris un peu d'années d'écriture, de développement, pour finalement ne pas pouvoir faire ce long pour plein de choses, et il y a pas de problème, c'est la vie, c'est comme ça. Parce que c'était Et un long, pardon, je te coupe, que tu oui, devais écrire et réaliser. C'était oui, pas OK, super. ouais, je devais l'écrire et le réaliser. Pas une comédie musicale. Non, il y avait pas mal de musique, Oui. mais ce n'était pas une comédie musicale. Et à ce moment-là, en fait, je fréquentais beaucoup le milieu du théâtre musical parce que j'écrivais déjà beaucoup d'articles sur ça, je faisais des interviews, et cetera. Et j'ai eu envie d'explorer ça, en fait. Et c'est vrai que ça m'a permis de monter des projets assez rapidement. Alors des projets souvent autoproduits, mais quand même on était dans une action, on avait des spectacles qui se jouaient sur scène avec des spectateurs, et c'était des temporalités plus courtes que le cinéma. Enfin voilà, et ça m'a fait beaucoup de bien aussi d'être dans une forme d'action et de création. En fait, peut-être que probablement je n'étais pas prêt. Je m'en rendais pas compte, mais voilà, c'est un ensemble de choses qui ont fait que j'ai eu besoin d'explorer d'autres choses. Peut-être parce que aussi j'avais été déçu de pas pouvoir que ce projet n'aboutisse pas, ce projet de long métrage. Mais peut-être qu'il n'a pas abouti parce que je n'étais pas prêt moi-même aussi. Voilà, je pense que parfois la vie fait des choses comme ça. Oui, bien sûr, c'est un alignement de tout. Exactement. Et justement, dans le film Dans la cuisine des Nguyen, tu dépeins cet univers de petites troupes autoproduites où il y a 9 spectateurs quand il n'y a pas de problème sur la ligne 13. Ça m'a fait beaucoup rire. Comment est-ce que cet environnement, ça a activé et ça a aidé ta combativité pour les projets artistiques? Ben, ça m'a effectivement énormément nourri. Déjà, ça a nourri ce scénario. Oui. Ah, encore une fois, je parle souvent d'équipe, mais j'aime aussi le travail d'équipe en théâtre. Et on est sur des équipes plus petites, mais du coup aussi plus soudées. Et en tant que metteur en scène, ça me dérangeait pas de balayer le plateau Oui. ou de ranger le décor ou je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose de très vivant qui m'a beaucoup nourri. Vivant dans la création et vivant dans les relations humaines. Donc voilà, donc ça, je pense qu'effectivement, ça nourrit ma combativité, tu vois, Oui. comme tu évoques ce sujet. Mais je me suis dit que je voulais combattre en cinéma dans le sens où j'avais le sentiment que la forme, le médium, me permettait plus de choses. Enfin, c'est pas qu'il me permet plus de choses, parce qu'on peut faire plein de choses en théâtre, mais que, en tout cas, moi, je me sentais plus à l'aise avec cette forme de narration. Quand on rêve d'être artiste, surtout au début, on se confronte vite aux réalités économiques ou à l'incompréhension de l'entourage, surtout si ta famille n'était pas du milieu artistique, comme tu l'as dit juste avant. Est-ce que du coup, toi, c'est quelque chose que tu as vécu? Et si oui, comment est-ce que tu as dépassé ça? Alors, je l'ai vécu un peu, pas de façon aussi forte qu'Yvonne dans le film, Oui. ou que d'autres familles franco-vietnamiennes. J'ai une grande fratrie. J'ai 5 sœurs et 2 frères, Ouais. et moi, je suis le dernier. Et le fait d'être dernier était d'une certaine manière un peu une chance aussi, puisque et puis j'ai pas mal d'écart avec mes frères et sœurs, puisque quand moi j'ai fini ma scolarité, en tout cas au lycée, beaucoup d'entre eux travaillaient déjà, et donc mes parents étaient peut-être un peu
moins inquiets sur leur situation économique et notre situation économique. Donc même, bon, j'ai quand même annoncé à ma mère que j'allais pas faire des études de médecine. Elle a un peu râlé, mais ça n'a pas été un trop gros combat. Mon père, lui, était assez ouvert sur les arts. En fait, quand il était au Vietnam, il était musicien, un métier qu'il n'a pas pu faire en France, mais du coup, il a toujours aimé ça. Donc, il n'y a pas eu vraiment de soucis avec lui. Mais je vois par rapport à, par exemple, mon frère aîné ou ma sœur aînée qui ont fait des études beaucoup plus sérieuses d'informatique. Je pense que si j'avais été plus âgé, si j'avais été un peu plus haut dans la fratrie, j'aurais probablement suivi une voie plus classique. Parce qu'aujourd'hui, du coup, tu es le seul de ta fratrie à être dans un milieu artistique? Aujourd'hui, oui. En fait, j'ai une sœur au milieu, on va dire, la sœur numéro 6, qui avait quand même un peu ouvert la voie parce qu'elle avait suivi des études de régie, théâtre, son et lumière. D'accord. Et puis ensuite, elle a fait le BTS Louis Lumière en images. Elle a déjà, dans un premier temps, travaillé un peu en théâtre, donc c'est vrai que ça a un peu ouvert la voie. Et puis après, elle a travaillé un peu en images et bon, maintenant, elle s'est reconvertie, elle fait autre chose, même si elle fait toujours un peu de documentaire quand même. Donc je suis pas complètement le seul, mais le seul quand même à ne faire que ça. Déjà, félicitations, parce que Merci. ça demande de se battre en général. Dans le film, tu dépeins aussi une grosse rivalité entre les comédiennes. Comment est-ce qu'on se distingue à tes yeux en tant qu'acteur ou en tant qu'actrice? Pour moi, la distinction vient de la sincérité et de l'authenticité. En fait, le talent, il y a beaucoup de gens qui en ont. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent faire ce métier. Donc, bon, là, en l'occurrence, je parle des comédiens et des comédiennes et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup, qu'il n'y a pas forcément du travail pour tout le monde. Bon, il y a plusieurs choses. Je parle bien sûr d'authenticité, de sincérité, d'être sincère à ce qu'on veut faire, d'être sincère dans son travail, d'être sincère dans ses rapports avec les autres. Et puis, malgré tout, il y a un autre facteur qui est la persévérance et s'accrocher. Et je pense que la passion qui nous anime peut nourrir ce moteur, mais si cette passion n'est pas assez forte ou si on a malheureusement des contraintes matérielles qui nous empêchent de faire certaines choses, c'est vrai que on peut décider d'arrêter. Mais que ce soit dans le scénario, la réalisation ou l'acting, ce sont des choses qui peuvent prendre beaucoup, beaucoup de temps. Bien sûr, on a plein d'exemples de carrières qui démarrent très vite et souvent les médias aiment bien mettre en avant ces carrières-là, mais beaucoup de carrières mettent du temps à prendre, à décoller. Et il faut l'accepter, il faut accepter le fait que dans un premier temps, on va avoir beaucoup, beaucoup de non, que ce soit en tant que scénariste, réalisateur ou comédien, mais qu'au bout d'un moment, ça va se transformer un peu, ça va être non, mais bon, peut-être. Et puis au bout d'un moment, des oui vont arriver, mais il faut s'accrocher. Mais c'est dur, justement, je trouve, de garder cette motivation. Enfin, du coup, j'écris aussi en fiction et en cinéma. Et c'est dur de garder cette motivation, qu'on soit acteur ou réalisateur ou scénariste, quand justement on reçoit des noms tout autour de soi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu y as cru et tu as persévéré plus que les autres? Oui, c'est dur. Alors j'en conviens, c'est dur. Je crois qu'il y avait un truc dans ma tête qui me disait j'ai envie d'accomplir ce rêve, donc je vais me battre pour ça. Et il y a plein de moments où je me suis dit non mais j'ai arrêté, il faut que je fasse autre chose, peut-être artistique, mais pas ce métier-là ou je sais pas. Et je me disais mais non mais ça fait X années que voilà que j'essaye de faire ça. Je vais pas faire un trait sur ces années-là. Oui. C'est pas le moment d'arrêter. Il y a plein de moments où je n'ai pas confiance en moi, mais j'essaie de faire en sorte que les moments où j'ai confiance en moi me permettent de dépasser ça. Mais c'est pas toujours facile. Donc voilà, donc il faut y croire. C'est un très bon conseil. Justement, tu parles de confiance en soi. Toi, tu as intégré après l'atelier scénario de la Fémis beaucoup plus tard. Est-ce que tu as fait ça pour, quelque part, asseoir ta légitimité en tant que réalisateur et scénariste? Complètement. Enfin, entre autres.
C'est-à-dire que, j'ai passé le concours, j'allais sur mes 40 ans, donc c'est assez Oui. tard, c'est pas, enfin bon, cette formation-là est faite aussi pour des personnes déjà un peu dans le milieu professionnel. Mais bon, voilà, dans l'absolu, c'est on peut considérer que c'est un peu tard. Donc oui, il y a plusieurs choses. Il y avait le fait que, quand j'ai décidé de passer le concours pour cette formation, mon dernier court-métrage remontait à plus de 10 ans. J'avais envie de me remettre dans le bain, j'avais envie de me refaire, un réseau, mais comme tu dis, effectivement, il y avait une forme de légitimité. C'est vrai que, bah, la Fémis, et c'est très prestigieux, bon, quand j'ai passé le concours, j'y croyais, mais en même temps, je me disais: «Bon, on ne sait pas», parce qu'il y a alors, c'est pas un taux d'admission aussi, restreint que le concours, général, enfin le cursus général, celui de 4 ans, mais c'est quand même, un petit 10, donc faut quand même être dans ces 10 là, quoi. Et je pense que le fait, d'avoir été pris, oui, il y avait un peu une satisfaction, d'un accomplissement, de se dire, «Ah bah, quand même, j'ai pu y entrer, quoi». Ah Donc oui, voilà. oui, c'est une validation complète, Voilà, de professionnel, tout ouais. à fait. Et quels étaient tes préjugés sur la Fémis et quelle a été ton expérience là-bas? Alors, oui, j'avais des préjugés sur la Fémis, pas forcément au moment où j'ai postulé, mais quand j'étais, plus jeune, quand j'étais étudiant, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis posé la question de, est-ce que je passe le concours pour le cursus, général, de 4 ans? Et je l'avais tenté une fois, mais à une époque où je bossais beaucoup, donc je l'ai un peu fait, à la légère, et évidemment, j'ai pas passé le premier tour, mais j'ai pas eu le souhait d'essayer de le retenter. Et mes préjugés, c'était que les gens de la Fémis faisaient des films un peu chiants et qu'ils avaient une image un peu snob et prétentieuse. Et je me suis dit: «Je n'ai pas forcément, envie de faire ce genre de film». Mais la Fémis a évolué aussi au fil des années. S'est ouverte, bah, par exemple, aux films de genre, Bien sûr. aux enfin, et ne serait-ce que la formation que j'ai faite, donc l'atelier scénario, qui s'est créé dans les années 90, je crois, a montré que, voilà, elle, autorisait, enfin poussait les candidats à proposer des projets qui n'étaient pas que, des drames, chiants. Très auteur. Donc donc voilà, donc oui, mes préjugés ont changé. Ça a été une année, très intéressante, très riche, voilà, donc là maintenant ça fait, presque 12 ans, mais j'ai encore, des liens très forts avec, mes camarades d'atelier. On se voit toujours, on se soutient avec ma directrice d'atelier, voilà, ça a été une belle année qui m'a, permis, de croire un peu plus en moi. Ça fait aussi partie de ces choses-là, je dis: «Bon, bah, peut-être que je suis pas, si nul en fait, faut que je Mmh. m'accroche un peu, mais j'ai réussi à y entrer, donc bon, peut-être que ça vaut le coup que je continue à me battre encore un peu». Ouais, c'est une grosse étape dans un parcours de scénariste et réalisateur. Et justement, ce cadre académique, pour toi, il libère la créativité ou est-ce qu'il t'a mis des barrières dans ce que tu voulais faire? En fait, il ne m'a pas mis des barrières, mais moi je m'en suis mis, Mmh. de façon, plus ou moins consciente, inconsciente, je ne sais pas. Mais en fait, donc moi j'ai commencé à développer mon projet, donc dans la cuisine nguyen, à la Fémis, à l'atelier scénario. C'était vraiment les tout débuts, de cette idée de ce projet. Et je me suis dit: «Bon», comme quoi les préjugés, ont la vie, longue. Je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je suis à la Fémis, on attend probablement de moi que je fasse quand même un film d'auteur, un peu plus sérieux, je peux pas aller dans la comédie ou la comédie musicale, ou donc il m'a fallu du temps pour dépasser ça. Mais par exemple, ma directrice, d'atelier, à un moment, m'a dit, «Mais si vous voulez aller dans la comédie, allez dans la comédie. Si c'est vraiment votre, identité, votre souhait, faut y aller». Donc c'est pas du tout la Fémis qui m'a mis des barrières, c'était plutôt moi-même, mais comme quoi on intègre des choses, sur ce que les gens attendent de nous, en fait. Et c'est aussi un peu ce que raconte le film, c'est, battons-nous, parfois contre nos propres, démons, nos propres doutes. Battons-nous aussi parfois contre certaines idées qui viennent de l'extérieur, mais
Mais parfois, notre premier obstacle, c'est nous-mêmes. Tout à fait. Est-ce que quand tu écris, tu pars plutôt d'un personnage, d'une idée, d'une couleur, d'une référence de film? Comment ça se passe en général? En fait, je pars, plutôt d'une idée, d'un thème, mais je pense que les personnages arrivent quand même assez vite. Pour l'instant, je travaille sur, des projets qui sont assez, personnels. Donc, ça part souvent de quelque chose que j'ai vécu. Alors ça peut être un moment précis ou plusieurs moments un peu, généraux qui contribuent à faire, naître une envie. Par exemple, pour la cuisine, mon idée de départ, c'était vraiment de parler de quête identitaire et de double culture et de comment, trouver, son équilibre quand on est né en France, qu'on a grandi en France et qu'on se sent français ou française, mais que nos parents viennent d'un autre pays et qu'ils essayent aussi de nous baigner dans cette culture-là. Donc, forcément, ça vient d'un certain nombre de choses que j'ai pu vivre et que des proches ont pu vivre. Et donc voilà, c'est ça qui me donne mon impulsion de départ. Mais assez rapidement, je me dis comment je l'incarne et à travers quel personnage. J'ai assez rapidement eu envie d'avoir un personnage féminin pour avoir plus de distance par rapport à moi-même, mais du coup plus de liberté et d'aller plus loin dans la fiction plutôt que de me poser des barrières ou d'avoir, je sais pas, une forme de pudeur. Et donc voilà, donc ça part vraiment de l'idée, du thème, le personnage arrive assez rapidement. Ça vient pas d'autres références existantes en général. Et là, ton envie de mettre en scène des personnages féminins, parce que du coup, dans le film, c'est essentiellement les personnages féminins qui sont les plus forts et mis en avant, c'était essentiellement pour avoir cette distance entre toi et tes personnages, ou est-ce qu'il y avait une autre volonté derrière? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet aussi de représenter les femmes à l'écran. Comment est-ce que tu as fait ce choix et pour quelles raisons? Oui, effectivement, ce n'est pas que pour la distance et la liberté que m'autorise un personnage féminin. C'est un certain nombre de choses. Déjà, j'aime les personnages féminins parce que je trouve qu'avec des personnages féminins, on peut s'autoriser plus de choses en termes d'émotion et de fantaisie, parce que souvent les hommes, donc dans la vie, n'aiment pas trop exprimer leurs sentiments. Ah bon? Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Et moi, j'aime les personnages qui expriment leurs sentiments, donc je suis beaucoup plus heureux avec des personnages féminins. Parfois, on me demande d'où vient mon inspiration pour ces personnages, et je réponds que j'ai une mère vietnamienne à forte personnalité et 5 grandes sœurs. Donc, elles sont des inspirations permanentes. Il suffit d'ouvrir mes yeux et mes oreilles lors d'un repas familial pour écrire un scénario. Je plaisante un peu, mais à peine. Et il y a aussi une volonté un peu politique, on va dire, d'avoir des personnages différents. Certes, les personnages féminins au cinéma ou en fiction, en audiovisuel, il y a un vrai problème de représentation. Mais si je vais plus loin et avec des choses qui me concernent, les personnages féminins issus de la diversité et en rôle principal n'existent pas. J'aime bien citer cette étude du collectif 50-50 qui s'était portée sur des films, je sais plus, de 2019, je crois, ou 2020. Leur conclusion, c'était que les personnages principaux d'origine asiatique, alors hommes ou femmes, dans le cinéma français, représentaient 1 à 3%. Donc voilà. Alors si en plus j'ajoute le fait que j'ai envie d'avoir des personnages d'un certain âge, comme la mère, qui a un rôle très important et qui a largement plus de 60 ans, et encore 60, même 40, c'est difficile dans le cinéma. Bien Hein. sûr. Et qu'en plus j'avais envie que mon personnage principal ait des rondeurs, alors autant vous dire que la proposition de mon film est un ovni. Mais encore une fois, je voulais aussi me battre pour ça, parce que j'ai envie que mon film ou mes films soient plus en adéquation avec le monde dans lequel je vis, en fait. Tu en parles beaucoup et un petit peu avec humour dans le film. Je me souviens un moment où c'est Thomas Joly, il me semble, qui dit
Ah bon, mais il y a un seul monologue féminin de personnage asiatique que tu peux reprendre, il y en a un seul, et je trouve ça assez choquant finalement d'en être là. Comment toi tu essayes de changer cet imaginaire collectif? Eh bien, déjà, en m'en moquant un petit peu à Oui. travers justement ce personnage-là, mais avec humour et décalage. C'est-à-dire que moi, j'aime pas les positions un peu frontales et agressives. Oui. Je les respecte et je pense que on en a besoin aussi parfois, mais ce n'est pas moi ma façon d'aborder les choses. Donc c'est vrai que j'ai envie d'essayer de faire changer un peu le regard à travers une approche un peu humoristique à travers ce type de personnages donc blancs qui peuvent représenter certaines institutions, certaines professions, mais aussi à travers justement une plus grande diversité dans la représentation de ces personnages féminins d'origine asiatique. C'est-à-dire qu'on a Yvonne qui a voilà déjà une bonne trentaine, qui a ses rondeurs, qui a ce côté bonne copine avec cette belle énergie, mais à côté on a Fufen aussi qui est plus la femme fatale, qui va peut-être un peu plus rentrer dans le jeu de ce qu'on lui demande. Mais il y a aussi la mère et la tata, mais qui ont deux personnalités très différentes. Donc ne serait-ce que par les différentes propositions, c'est montrer divers profils et se dire tout existe dans notre communauté, j'ai envie de dire. Donc voilà, faire ces propositions-là pour montrer que des gens existent et qu'on existe sous différentes formes, profils, personnalités. Et justement, tu montres aussi dans le film que il y a une sorte d'amoindrissement et d'intégration de la culture vietnamienne et plus largement de la culture asiatique en France, et que c'est assez réducteur, justement. On voit que dès le début du film, c'est réduit à un costume d'impératrice, que c'est un restaurant vietnamien où on fait des nems parce que les Français, ils aiment les nems, et voilà. À une affiche de la baie d'Along, mais finalement sans réelle appartenance. Comment est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui, la connaissance et la valorisation de la culture vietnamienne en France? Bien, je pense que effectivement, cette connaissance, elle est souvent en surface, mais y compris par nous-mêmes. C'est-à-dire que on ne fait pas toujours l'effort de découvrir la culture du pays de nos parents. Je pense que c'est quelque chose qui arrive quand on progresse dans la vie, parfois à 30, parfois à 40 ans, mais quand on est jeune, on est plutôt en déni de ça. Parfois déjà, je pense que il y a un travail à faire au sein même de notre propre communauté. Ensuite, par rapport à la France et aux Français de façon plus large, je n'ai pas de vraies solutions à part essayer moi de faire mes films pour montrer un regard de l'intérieur. Et je pense que il y a plein de jeunes réalisateurs et réalisatrices qui arrivent là et qui ont aussi envie de raconter ces histoires. Là, on en est qu'au début, mais je pense que voilà, il y a un mouvement, une petite porte qui s'est ouverte et que dans les années qui vont venir, on va pouvoir avoir un regard plus riche, plus authentique sur cette communauté qui existe depuis longtemps, qui fait voilà partie de la société française, mais dont on connaît finalement peu de choses. Je pense que les choses, voilà, commencent à évoluer, mais ça prend du temps. Mais je trouve que même de façon générale, avoir une double identité culturelle, c'est aussi un peu une forme de schizophrénie. Enfin, le mot est fort, mais dans le sens où il y a une partie de toi qui doit t'intégrer, entre guillemets, dans la société dans laquelle tu fais partie et en mettant un peu de côté tes origines, mais à la fois aussi en avoir une connaissance, la valoriser à certains moments. Et toi, justement, ça a été quoi ton rapport à cette double identité culturelle? Oui, c'est vrai que c'est une forme de schizophrénie qui peut être augmentée par le regard et les attentes des autres en plus. Et je le montre un peu dans le film, mais c'est aussi quelque chose que je vis encore presque au quotidien. C'est-à-dire que voilà, nos origines s'affichent sur notre physique, donc on ne peut pas les nier. Et donc, à partir du moment où vos interlocuteurs savent que vous êtes d'origine vietnamienne, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on présume que vous connaissez le pays, oui, que vous parlez la langue, et en réalité, il y en a plein qui ne parlent pas la langue, qui n'ont jamais mis les pieds au Vietnam. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Je sais plus quand j'avais,
19, 20 ans. Moi, je suis allé pour la première fois au Vietnam à 21 ans. Et je me souviens d'un ami qui m'a dit, j'ai un couple d'amis qui va au Vietnam, là, qui aimerait vraiment avoir des conseils, et j'ai pas osé dire non, mais c'est pas que je connaissais rien, j'en avais un peu entendu parler, mais je n'y avais jamais mis les pieds. Et là, on commence à me demander des conseils sur telle région, sur telle ville, sur tel quartier, sur tel restaurant. Et puis, il y avait pas Internet. Donc voilà, c'est comment toi tu arrives à trouver ton équilibre par rapport à ça. Donc bon, moi j'ai jamais été en refus, en déni. J'ai jamais eu honte de mes origines, mais je dirais que quand j'étais plus jeune, je les ignorais un peu. Enfin, c'est pas que je les ignorais, mais elles m'intéressaient pas plus que ça. Et c'est au fil des années que je me suis rendu compte que c'est ce qui faisait aussi ma richesse, en partie. Mais le fait que les personnes en face puissent avoir des attentes, des idées préconçues, quelque part, ça m'a servi aussi et je l'ai retourné à mon avantage. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que je m'intéresse. C'est pas une obligation. Je le fais si j'ai envie de le faire. Mais en fait, oui, c'est quand même intéressant. Et puis, ça me permet de me reconnecter à mes parents, à mes origines. Et finalement, j'arrive progressivement, enfin là, je suis complètement en paix avec ça, mais voilà, à me dire, voilà, je suis français, d'origine vietnamienne. Il y a des moments, je réagis plus, je pense, en tant que Français, parfois peut-être plus en tant que Vietnamien. Je ne peux pas dire c'est tant de pourcents ou tant de pourcents, et je pense que ça dépend des situations, des moments de vie, mais ces deux cultures cohabitent et elles ne se font plus la guerre, en tout cas. Mais ton parcours, il rejoint beaucoup celui d'Yvonne, du coup, dans le film, je trouve, où elle est exposée, par exemple, à des remarques. À un moment, on lui dit, je crois que c'est le personnage de Thomas Joly qui lui dit ça, qui lui dit « Tu viens d'où ?» Et elle répond une ville, je pense, de banlieue parisienne, je sais pas. Oui, Torcy, ouais. Oui, Torcy. Et il dit « Ah non, mais tu viens d'où ?» Enfin, du Vietnam. Et je trouve que c'est assez représentatif justement du rapport qu'ont les gens face à la double identité culturelle. Et dans ton film, l'identité du Vietnam, elle est incarnée par le personnage de la mère, qui est assez incroyable, avec une forte personnalité. Comment tu castes cette personne, cette actrice? Où tu la trouves et comment tu travailles avec elle? Anne, je l'ai rencontrée lors d'un casting, mais qu'on passait ensemble. Je ne lui faisais pas passer un casting. C'était un casting pour une marque de yaourt. Et la directrice de casting avait réuni 6 personnes d'origine asiatique, Asie au sens large, tous âges, et on devait faire du tai chi, parce que bien sûr, les Asiatiques font du tai chi. Et personne n'a été pris. Et donc j'ai rencontré cette femme, Anne, avec son mari qui passait le casting aussi. Et c'est quand même assez rare de croiser des personnes vietnamiennes de son âge sur des castings, sur des tournages. En plus, elle parle pas trop français, donc ça me faisait c'était amusant et étrange pour moi de lui parler en vietnamien. Et elle me parle d'une pièce dans laquelle elle a été castée, dont j'avais entendu parler parce qu'il y avait eu les annonces casting avaient été assez largement diffusées dans la communauté. Et elle me dit, voilà, j'aide dans cette pièce qui s'appelle Saigon et qui va être créée au IN d'Avignon en 2017. Donc je dis, cool, donc j'irai la voir. Donc je suis allé la voir en 2018 quand c'est passé à Paris. Bon, c'est une très belle pièce de Caroline Guyela-Nguyen et qui tourne encore un peu encore aujourd'hui. Et quand je l'ai vue sur scène, elle avait vraiment déjà à la fois cette gouaille et cette verve, et en même temps tout ce potentiel émotionnel qui était hyper intéressant, très très riche, très très fort. Et je savais que dans le processus de travail de Caroline, la metteuse en scène, elle s'inspirait beaucoup de la personnalité de ses comédiens. Dont beaucoup n'étaient pas professionnels au départ. Et voilà. Et donc, quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, ce sera elle, la mère d'Yvonne. Donc, je l'ai même pas fait passer de casting. Et alors, comment je travaille avec elle? Eh bien, déjà en vietnamien. Donc, ça a été un gros challenge pour moi, d'essayer d'enrichir mon vocabulaire pour pouvoir donner des indications. Trouver les bonnes indications, sachant que, pour moi, je fais pas la différence, une vraie différence entre les personnes qui ont un bagage de comédien et une formation de comédienne. Donc elle
n'en a pas à la base, Oui. mais pour moi, ça, c'est pas un problème. Je pense que avec chaque comédien ou comédienne, on doit trouver le bon langage et la bonne façon, parce que même si je sais pas, je peux avoir 3 personnes issues du conservatoire, je vais pas non plus leur donner les mêmes indications. Je pense que chacun ou chacune a sa sensibilité et ses besoins et ses angoisses, Oui. donc Et propose plus ou moins aussi. et propose différemment, voilà. Donc c'est vraiment de trouver le bon, la bonne approche. Et avec Anne, elle a une vraie nature, donc c'était aussi exploiter cette nature-là, et elle a aussi des très bonnes intuitions, un très bon instinct. Donc c'est voilà de trouver un peu le bon langage et le bon endroit pour l'amener là où je voulais. Mais c'est pas de la même façon avec Marie-Thérèse qui joue Tata A ou Oui. Clotilde qui joue Yvonne. Donc voilà, avec elle, il y avait quelque chose plus de l'ordre de l'instinct, de l'intuition, de la mettre en confiance et du fait, voilà, de notre différence générationnelle, lui parler un peu comme si pas comme si j'étais son fils, mais quelqu'un de la même famille en tout cas. Donc ta direction d'acteur, elle change vraiment en fonction de la personne à qui tu t'adresses. Oui, j'essaye. Ouais, je dis pas que c'est facile, mais j'essaye de comprendre les questions de chacun ou de chacune. Voilà, certains vont vouloir des directions hyper claires, hyper techniques, je sais pas. D'autres vont vouloir des informations plus émotionnelles et peut-être plus des éléments de backstory du Oui. personnage. D'autres, ça va être quelque chose de plus sensoriel, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas toujours évident quand on travaille avec sur des rôles plus courts et donc qui ont moins de temps avec vous. On a plus cette liberté là sur voilà des rôles plus importants, mais je pense que c'est un des challenges de la direction d'acteur. C'est un challenge excitant, mais c'est quand même un challenge pas toujours facile et parfois pour des rencontres, mais aussi parfois pour des étudiants en cinéma et que je parle de direction d'acteur, j'aime bien dire avant tout, je suis pas sûr qu'il y ait une règle en fait. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter. Il y a bien sûr des choses un peu générales à savoir, mais que pour moi, le plus dur dans ce métier-là, c'est d'essayer de comprendre ce dont chacun a besoin. Oui, c'est de l'humain avant tout. Exactement. Ouais. Et dans le film, justement, la trajectoire de ton personnage, elle renoue avec son identité vietnamienne, mais ça rime aussi avec un renoncement de sa carrière en tant que comédienne de comédie musicale. Pourquoi est-ce que tu as teinté le film de cette manière ? Pour moi, elle ne renonce pas à sa carrière en comédie musicale. D'accord. Elle renonce à une carrière possible avec ce projet, qui est ce qu'elle n'a pas envie de faire. En fait, elle n'a pas envie, elle n'a plus envie qu'on la mette dans une case, de faire. En fait, elle renonce à ça pour continuer à travailler avec les gens qu'elle aime et faire des gens qu'elle aime. Et moi, je me dis que ce projet écrit par Coco, il va avoir le jour et avoir du succès. Mais effectivement, c'est pas le happy ending qu'on imagine. Pour moi, le happy ending, il est intérieur parce qu'elle est en paix avec elle-même. Oui. Elle est en paix avec ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ne veut pas. Donc voilà. Donc c'est pas renoncer à sa carrière de comédie musicale, c'est renoncer à sa carrière dans ce type de comédie musicale. Mais pour moi, c'était important qu'elle soit le vrai parcours qu'elle effectue dans ce film, c'est un parcours vers sa paix intérieure, et pour moi, ça, c'est un succès. C'est le refus des stéréotypes et des opportunités finalement qui correspondent pas à qui tu es, quoi. Exactement, refus des stéréotypes, mais peut-être refus d'une certaine façon de travailler. Peut-être que c'est quelque chose de trop commercial, de pas assez sincère, et que finalement, oui, elle préfère travailler avec Coco sur des trucs où il y a pas trop de monde, pour le moment en tout cas, mais qui vont correspondre à quelque chose de plus sincère et de plus généreux. Et je trouve que c'est un arbitrage à faire aussi en tant qu'artiste, justement, de choisir des projets commerciaux, entre guillemets, parce que oui, il faut travailler, et des projets qui te font vraiment vibrer. Est-ce que toi, tu as déjà été dans cette situation-là ?
Mais complètement. En fait, le film reflète ça. Oui, j'ai fait le choix d'aller vers des choses qui me correspondaient plus. C'est-à-dire que par moment, j'ai eu des propositions ou des approches pour des projets beaucoup plus commerciaux ou pour la télé ou pour des choses comme ça. Et en fait, ça n'a pas marché ou j'en suis sorti, mais ça n'a pas marché non plus parce que je sentais bien que ça correspondait pas du tout à ce que je voulais. Au bout d'un moment, en fait, j'avais pas envie de faire des efforts dans cette direction-là. Je me suis dit, bah oui, je pourrais choisir de travailler dès maintenant, de faire ce qu'on me demande de faire et de pondre un peu des scénarios, des gags, des situations, des dialogues. Je sais pas si je l'aurais bien fait, mais j'aurais pu au moins essayer un peu plus. Et en fait, je me suis dit non, en fait, ça vaut pas le coup. C'est pas ce que je veux faire de ma vie, en fait. Donc, mais c'est pas évident de dire non. Et c'est pas évident de se dire bon, ok, je continue un peu encore à galérer ou à pas gagner trop de thunes, à pas encore voir aboutir mes projets. Mais si je rentre dans ça, peut-être que je n'en sortirai pas parce qu'au bout d'un moment, il y aura, je sais pas, un confort ou Bien sûr. c'est dur de se dire ah bah oui, j'ai un bon chèque qui tombe tous les mois. Est-ce que j'ai envie d'arrêter pour me consacrer à mon projet sans être sûr qu'il va aboutir? Bah moi, dans ce cas-là, je me dis bah je vais pas par là. En fait, je préfère me concentrer que sur ce que je veux faire et mon projet. Mais ça revient à ce que tu disais un petit peu au début, du fait que tu as fait déjà trop de sacrifices pour juste tourner autour de ton rêve, mais pas vraiment aboutir. Exactement. C'est-à-dire, bon, là, je me suis déjà trop battu pour abandonner Oui. à ce moment-là. Donc, je continue encore un peu. Ah, c'est dur, j'ai envie. Non, mais là, c'est pas possible. Faut que je me batte vraiment jusqu'à ce que je me dise peut-être ce n'est vraiment pas possible. Mais ok, ça va prendre encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Allons-y. Bah, c'est aussi le projet d'une vie, j'ai envie de Oui. dire, en fait. Quels outils ou méthodes dans l'écriture de scénario tu as appris à la Fémis? Je ne sais pas si j'arriverai à la synthétiser de cette manière. C'est-à-dire que, en tout cas, la Fémis, c'était, je pense, une approche qui se nourrissait de différentes approches, plutôt françaises ou européennes, moins schématiques que les méthodes américaines, que moi j'ai apprises de mon côté, notamment Trouby, Oui. que j'aime plutôt bien, mais avec modération. En fait, je crois que l'approche française et l'approche féministe, si je dois retenir une chose importante, c'est l'histoire du point de vue, qui est quelque chose de très français. Et cette théorie, cette pratique, comme quoi choisir avec attention son personnage principal et rester le plus possible avec lui. Oui. Surtout pour des premiers films, j'ai envie de dire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est moins présent dans les approches américaines. Et moi, je me rends compte, notamment dans les commissions, les comités de lecture, que le choix du point de vue et d'un point de vue fort est souvent apprécié. Donc, je dirais que c'est une des choses que j'ai retenues de façon forte par rapport à la Fémis. Après, on a le droit de contourner les règles. Je pense que ça dépend des projets et de notre façon de les traiter. Mais je dirais que c'est ça. Et après, les méthodes américaines nous permettent d'appliquer par-dessus quelque chose qui est plus dans l'efficacité. Mais l'efficacité ne marche pas si on n'a pas nourri avant notre réflexion sur ce qu'on veut vraiment raconter. C'est très intéressant, très complet. Et après, du coup, l'atelier scénario de la Fémis, tu participes à des résidences d'écriture pour Oui. finir ton film. Oui. Tu soumets ton projet à quelle résidence et comment ça se passe concrètement? Alors, j'ai fait plusieurs résidences. La première résidence que j'ai faite, c'est une résidence de l'agence Film Réunion, donc qui s'est passée à l'île de la Réunion. C'était plutôt cool. Ensuite, j'ai fait la résidence SoFilm, film de genre, puisque la comédie musicale était incluse dans ces genres-là. Et ensuite, via le CNC, j'ai eu une bourse de résidence du Fonds Images de la Diversité que j'ai faite au groupe Ouest, dans le cadre d'un workshop en 2 temps dans l'année. Et ensuite, j'ai pas fait vraiment des résidences d'écriture, mais j'ai eu des forums de développement, notamment lors du festival de Namur. Donc on n'est pas dans l'écriture, mais on a quand même des consultants scénarios qui m'ont aussi permis, là c'était vraiment toute fin de développement,
qui m'ont permis quand même d'avoir un dernier regard sur le scénario. Donc comment je procède? En fait, j'entends parler de ces résidences où on m'en parle. Donc je regarde les résidences qui me semblent les plus adéquates à mon projet, parce que parfois il y en a où on n'est pas éligible, hein, pour une raison ou pour une autre. Et quand je suis pris, en fait, j'arrive avec mon projet tel qu'il est à ce moment-là. Et voilà, et on en discute avec les consultants. Et moi, je dirais que à chaque étape, moi, il y a des choses qui se sont débloquées, en fait. D'accord. Mais il faut savoir écouter et trier aussi. Dans une résidence, on a plein de retours, parce qu'on a aussi des retours venant d'autres résidents qui ne sont pas forcément consultants. Et c'est très bien que chacun donne son avis, mais il faut aussi ne pas être trop affecté par ça. Et trouver les vraies pistes qui vont dans la direction vers laquelle on veut aller, et savoir écouter. C'est-à-dire que s'il y a 10 personnes qui signalent un problème, c'est qu'il y a peut-être un problème. S'il y en a une, peut-être que c'est juste un point de vue personnel. D'accord, donc toi, c'est plus la quantité des retours similaires que tu vas prendre en compte pour t'orienter, quoi. Ça dépend. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que s'il y en a beaucoup sur un truc que j'avais pas vu, je me dis, bon, faut que mais parfois, il peut y avoir un retour d'une personne qui me semble extrêmement pertinent, et ça va pas être la quantité. L'un, c'est le scénariste Romain Compin, qui est vraiment quelqu'un de brillant et qui m'a aidé à comprendre plein de choses. Et là, c'était vraiment vers la fin de mon développement. C'est Isabelle Fauvel, qui est une consultante en développement et en scénario, qui m'a permis d'avoir des derniers petits déclics. Mais tous ont contribué à faire avancer le projet. Et c'est vrai que parfois, c'est le nombre, mais pas que le nombre. Si c'est un commentaire très très juste venant d'une seule personne, je peux le prendre en compte en me disant, mais en fait oui, ça m'éclaire vraiment sur mon projet, sur ils ont une distance que je n'ai plus, et voilà, leur regard me permet de profiter de cette distance-là. Oui, c'est toujours pertinent d'avoir un petit peu des retours de collaborateurs ou de gens même totalement extérieurs quand on est en pleine écriture. Ton film, donc, c'est une comédie musicale, mais sur un personnage qui veut faire de la comédie musicale. Du coup, ça crée quelque chose de assez fluide et organique dans la façon dont les chansons, elles s'intègrent au film. Comment tu as travaillé et géré cet équilibre, justement? Alors, c'était vraiment un souhait de ma part d'avoir quelque chose de très fluide. Déjà, c'est pas évident de faire une comédie musicale en France, parce qu'il y a plein de gens qui vont tout de suite vous dire « je n'aime pas la comédie musicale ». Et souvent, quand ils vous disent ça, ils pensent à des comédies musicales où on chante tout le temps, ce qui est plutôt quand même une minorité dans le film musical, et où on chante dans des situations très quotidiennes. Et souvent, ils pensent à des films de demi, par exemple, où on chante pendant qu'on mange. Pareil, c'est quand même une minorité dans le genre. Moi, je peux aimer ça en tant que spectateur. Les Parapluies de Cherbourg, c'est un de mes films fétiches. Mais je n'avais pas envie de ça en tant que réalisateur. J'avais vraiment envie que le spectateur entre de façon assez fluide et que la forme musicale ne soit pas une barrière. Donc, à part le premier numéro d'ouverture qui est un rêve et donc est très 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 comédie musicale, elle danse dans la rue, etc. Tous les autres numéros démarrent dans une situation réelle. Donc, une audition, une répétition, etc. qui peut, pas systématiquement, mais qui peut partir dans une dimension plus onirique et du coup plus comédie musicale. Mais j'avais vraiment envie que l'entrée dans le numéro musical soit fluide et douce, et que ce soit pas abrupt en plein milieu d'une scène de la vie quotidienne. Donc voilà, donc ça je l'ai pensé dès l'écriture, mais ce sont aussi des choses qu'on a pensées avec Alexandre Ikovic, le chef opérateur, dans la mise en image et dans la réalisation. Par exemple, il y a un plan où elle répète avec Coco, et puis dans le même plan, il y a un changement de costume qu'on ne voit pas, et elle se retrouve sur la scène d'un grand théâtre. Donc c'est pas un cut, c'est une fluidité, c'est essayer d'avoir de la fluidité, quoi. Et justement, la comédie musicale, c'est quand même quelque chose de très codifié avec des grosses références. Quel code t'as voulu intégrer et reprendre, et desquels justement t'as voulu te distancier? Alors, me distancier, souvent je trouve qu'il y a, et surtout dans les comédies musicales plus récentes, des chansons qui sont trop longues. Je peux les aimer, mais là, pareil, en tant que scénariste et réalisateur,
je voulais qu'on avance quand même dans l'histoire. Donc je voulais pas il y a une seule chanson qui est un peu plus longue, c'est celle dans le cabaret vietnamien, mais les choses sont posées, c'est un moment un peu suspendu. Mais sinon, il y a certaines chansons qui font 1 minute, quoi. Parce que ça, je pense que c'est aussi vis-à-vis de l'exploitation commerciale derrière, non? Je pense après à des énormes comédies musicales type celle de Damien Chazelle, par exemple. Mais il y a aussi quand même une stratégie derrière d'exploiter les musiques en tant que telles et en tant que oui, peut-être. Soundtrack officiel, d'où l'importance des titres aussi dans le film. Ouais, peut-être. Mais ça, c'est vrai que je n'ai pas eu cette pression de faire des chansons longues, au contraire. Donc, j'étais vraiment pas dans cette problématique-là. J'avais pas cet élément en tête, par exemple. Donc, je voulais vraiment que ce soit fluide et qu'on avance. Je dirais que c'est ça le code principal dont je m'éloignais. Je dirais pas que j'ai respecter des codes, mais en revanche, j'ai fait énormément de clins d'œil et de références. Donc, c'est pas de se dire, tiens, la règle, c'est ça, on fait ça. C'est de se dire, ah, j'adore cette référence dans ce film, ou j'ai envie de mettre les films ou les spectacles qui m'ont inspiré. Donc, effectivement, il va y avoir des références dans les numéros musicaux, mais aussi parfois dans les affiches qui sont dans la chambre d'Yvonne. Voilà, j'ai voulu vraiment être porté par l'histoire. Et si après, il y a des choses qui sont vraiment des vrais codes de comédie musicale, c'est que je les ai tellement intégrés que je n'y pense même pas consciemment, en fait. Pendant que tu étais dans cette écriture de comédie musicale, tu as eu l'opportunité de jouer également dans une comédie musicale, dans Emilia Pérez, de Jacques Audiard, multi-récompensée. Comment s'est passée cette expérience et qu'est-ce que tu as appris sur ce plateau, justement, de comédie musicale? Le tournage d'Emilia Pérez, pour moi, a eu lieu vers la mi-juin 2023. Et moi, j'allais tourner fin septembre 2023. Donc, l'écriture était finie, mais par contre, j'étais en pleine prépa, casting, etc. Déjà, apprendre que j'avais été pris sur ce film, je l'ai considéré comme un cadeau tombé du ciel. Enfin, j'ai travaillé, hein, j'ai bien travaillé mon casting et tout, mais c'était pour moi une chance inespérée de me dire, bon, déjà, j'aime beaucoup le cinéma de Jacques Audiard, mais c'était aussi de me dire, ah, j'ai tourné dans une comédie musicale en tant que comédien quelques mois avant la mienne. Alors, on n'est pas du tout dans le même budget, mais ça va être intéressant de voir la méthodologie, leur façon de travailler. Déjà, moi, quand je suis arrivé sur le plateau, bon, on a eu 2 ou 3 jours, je sais plus, de répétition quand même avant le tournage. Et en fait, moi, j'avais un peu l'impression d'être dans un rêve, en fait. Un peu comme quand j'étais ado ou jeune adulte. J'aimais bien regarder les making-of de comédie musicale et les making-of de comédie musicale sur scène, par exemple. Et là, j'avais l'impression d'être dans ça où on commence à rencontrer les gens. On a d'abord des répétitions avec la coach vocale, puis après, on va en répétition de chorégraphie, puis on va voir les costumes. Donc, c'était de voir un peu comment tous les départements travaillaient ensemble. Enfin, comme sur tout film de cinéma, mais je pense que notamment sur les numéros musicaux, les départements, les différents postes doivent encore plus communiquer que sur un film classique. Ben, par exemple, une des choses que je me suis dit, c'est que bon, moi à la base, je suis pas chanteur, hein, donc mais ils m'ont demandé de chanter en direct avec une oreillette qui m'envoyait le playback. Et je me suis dit, bon, si je suis capable de le faire, Clotilde, qui est une super chanteuse, qui a le sens du rythme, qui a déjà fait de la scène, etc., ça va pas la stresser. Même si elle l'a jamais fait, voilà. Donc je me suis dit, bon, si je peux le faire, elle pourrait le faire encore mieux, puisque j'ai beaucoup apprécié de façon globale, c'est de voir comment sur un projet aussi énorme. Tout le monde travaillait avec énormément de bienveillance et d'humilité. C'est pas le cas de tous les tournages, Bien et sûr. même sur des tournages plus petits. Là, par exemple, de travailler avec Damien Gellet, quand même chorégraphe de Madonna, que j'adore. Je veux dire, j'hallucine un peu, quoi. Personne n'a jamais haussé la voix, et ça nécessitait quand même pas mal de répètes, parce que c'est un mouvement circulaire avec Steadicam, etc. Il fallait qu'on soit calé, en fait, sur telle position à tel moment. Mais quand les énergies sont bonnes et que les gens voilà, travaillent avec bienveillance, tout se passe bien. Donc voilà, donc j'ai appris tout ça, cette façon de travailler. Ben voilà, je voyais comment travailler, notamment le son, parce que c'est quand même une question qu'on se pose. Donc je parlais des oreillettes, mais aussi quand on envoie le playback vraiment, pas que dans les oreillettes, mais sur le plateau. Enfin bon, par exemple, eux, ils avaient, je sais pas,
40 oreillettes. Nous, notre budget nous en permettait une ou deux. Donc, par exemple, les danseurs n'en avaient pas, mais sur la place Charles Dullin, on envoyait la musique à fond. Et puis, bon, voilà, c'est de s'adapter, mais de voir que, voilà, il y a des choses quand même qui restent communes. Et la musique, justement, a une place essentielle dans ton film. Comment est-ce que tu travailles avec tes compositeurs? D'autant plus que tu viens pas spécialement de la musique. Donc je me dis que ça doit être très difficile de guider, de donner des indications. Oui, c'est pas évident. Alors après, j'aime la musique et j'ai étudié la musique, mais je ne suis pas compositeur. Et je laisse ça à ceux dont c'est le métier. Donc, en fait, déjà, un peu comme avec les comédiens, j'aime bien leur donner des indications, mais j'aime pas leur dire « je veux ça, mais différemment ». Donc, je peux éventuellement leur faire écouter des morceaux, mais je ne leur dis jamais « je veux ça ». En fait, je leur dis « voilà, tu vois, ça, ce qui m'intéresse, c'est dans ce morceau, c'est… » il y a une couleur, ou il y a des cuivres que j'aime bien, ou j'ai envie de leur laisser quand même bien évidemment leur espace de création. Donc j'essaie de donner des indications qui soient à la fois précises mais pas contraignantes. Ensuite, ça a été un travail au long cours et avec beaucoup de sessions, parfois des sessions courtes où pendant juste, je sais pas, 1 heure ou 2, on écoutait des choses et on tester des choses pour voir comment aller dans la direction que je voulais. L'avantage de faire ces sessions courtes, c'est qu'on était ensemble et qu'on pouvait vraiment tester en direct et je pouvais dire non, voilà, moi j'aimerais plus ça, ou alors Clovis ou Tunian me proposaient des choses. C'est vraiment de donner des indications précises sur l'univers global, mais sans les contraintes. Je pensais aussi à quelque chose, c'est que donc une fois que tu as écrit ton scénario, il y a une partie très difficile, c'est de le vendre. D'autant plus que toi, tu as choisi de... Enfin, je sais pas si c'est un choix conscient ou pas, mais de pas avoir de tête d'affiche, et ce qui est assez cohérent avec le récit. Mais du coup, comment est-ce que tu parviens à vendre ce scénario? Avec Amélie Quéret, la productrice du film, on pensait que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Je ne dirais pas que ça a été facile, mais ça n'a pas été non plus un chemin de croix si pénible. C'est-à-dire que on a décidé, Amélie a décidé que le premier guichet auquel on allait s'adresser, ce serait l'avance sur recette. Donc, il y a une subvention du CNC qui est très sélectif, qui est quand même pas évident à avoir. Et alors, parfois, les producteurs, les projets arrivent à l'avance sur recette en ayant déjà un nom associé, enfin, un comédien, une comédienne associée. Nous, on ne pouvait pas parce que, comme tu dis, on n'a pas de tête d'affiche. Les rôles principaux ne le permettent pas. Ou arrive avec déjà un distributeur, etc. Nous, on n'avait rien. On a eu la chance de l'obtenir au premier coup. Ça nous a permis d'avoir un petit coup de projecteur et par la suite d'aller voir Canal+, qui avait déjà entendu parler du projet, qui aimait beaucoup l'idée du projet et qui justement aimait cette idée de représentation de la diversité, d'être sur voilà un projet un peu atypique où il n'y aurait pas de tête d'affiche. Donc Canal+ a tout de suite suivi en fait. Donc ça a été vraiment une grande chance. Donc merci à eux. Et les choses se sont faites un peu petit à petit. Donc puis l'aide de la région Île-de-France, puis le distributeur, jour de fête. Et en fait, le côté communauté asiatique et pas de tête d'affiche n'est pas l'aspect qui a été forcément remis en cause. Ce qui a été remis en cause parfois de personnes qui nous ont dit non, ça a été oui, mais en France, on n'aime pas la comédie musicale, c'est clivant. On en a soutenu une il y a 7 ans, ça n'a pas marché. Bon, donc voilà, c'était plus l'aspect comédie musicale que je peux parfois comprendre, même si je suis pas d'accord. Mais je pense que une comédie musicale, c'est beaucoup plus difficile de se projeter dedans juste à la lecture d'un scénario. C'est-à-dire que quand ces interlocuteurs-là lisent le projet, ils lisent le scénario, il n'y a pas forcément encore de maquette, ils ne voient pas de chorégraphie, et il y a quand même toutes ces dimensions-là qui ajoutent beaucoup. Et de voir juste des paroles écrites à plat sur un scénario, ça demande voilà une projection supplémentaire qu'on ne peut pas toujours avoir parce que on lit moins de projets comme ça. Mais voilà, heureusement, on a eu suffisamment de partenaires qui nous ont dit oui et qui nous ont permis de
de faire le film. Et quel retour du public t'a le plus touché ? Il y a plein de retours qui m'ont touché, mais je pourrais pas tous les citer, mais c'est notamment quand des personnes, et donc des personnes d'origine asiatique, pas forcément uniquement vietnamiennes, m'ont dit enfin je me reconnais dans un personnage de cinéma, enfin on raconte une histoire qui me ressemble, enfin j'entends la langue que j'entends que chez mes parents dans une salle de cinéma en France. C'est ces questions de représentation et donc ces questions d'invisibilisation de cette communauté qui peut être pesante et pas toujours consciente, mais quand on voit finalement une représentation, on se dit mais en fait pendant toutes ces années je n'ai vu personne qui puisse un peu me ressembler, auquel je puisse vraiment m'identifier, en tout cas dans un rôle principal. Donc ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus touché. Est-ce qu'on crée pour soi ou est-ce qu'on crée pour les autres ? Les deux. Je pense qu'on ne peut pas créer que pour soi. Enfin, moi, après, il y en a peut-être qui le font, mais on est dans une forme artistique qui nécessite des moyens, donc on doit aussi parfois faire des concessions déjà pour les premiers interlocuteurs qui vont nous permettre de faire le film, mais je pense quand même qu'il faut garder le public en tête d'une certaine manière, parce que on ne peut pas plaire à tout le monde, donc on ne peut pas créer que pour les autres, c'est-à-dire de se dire ah ouais, je vais faire un truc qui va cocher tous les trucs. Il y a rien de pire comme approche, je pense. Donc je pense qu'il faut créer pour soi et pour les autres et rester soi tout en pensant quand même un peu aux autres. Quel conseil tu donnerais à un jeune réalisateur ? Eh bien, je pense que je vais revenir à le début de notre conversation, s'accrocher, y croire, mais y aller, pas baisser les bras, voilà, vraiment, on a envie de faire quelque chose, faut se battre pour le faire. Quel artiste, ça peut être dans le cinéma, dans la musique, ce que tu veux, tu aimerais nous faire découvrir ? Là, parce qu'on a beaucoup parlé de diversité, de représentation, etc. Donc, j'ai plutôt envie de parler de femmes. Là, je pense à une réalisatrice de documentaire qui s'appelle Mai Hoa, qui a fait un documentaire qui s'appelle Les Rivières, notamment, mais pas que, elle en a fait plusieurs. Je découvre son nouveau documentaire après-demain qui s'appelle Mayday. Et voilà, j'aime son regard très personnel, très engagé, et le fait que ce soit une battante, voilà, dans un univers pas forcément évident, mais qu'elle défende sa vision des choses. Donc voilà, et il y en a tellement que voilà, aujourd'hui c'est elle parce que je pense à elle, mais demain tu me poserais la même question, je te parlerai de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup pour cette recommandation déjà. Ma dernière question, c'est un peu la question signature du podcast. C'est quoi la vie d'artiste ? Ah, c'est une belle question et une vaste question. Et j'aime beaucoup cette expression, la vie d'artiste. Je dirais que la vie d'artiste, c'est aimer ce qu'on fait, mais à un point où en fait le mot travail n'intervient pas dans l'équation. C'est-à-dire, on fait des choses, on les crée, on les vit, on s'implique dedans, mais je pense que ce qui est beau dans ça, c'est qu'on n'a pas l'impression de travailler en fait, et que ce n'est pas un poids. Ça peut être très fatigant, ça peut être dur parce qu'on a des obstacles, mais que à la fin, ce qu'on retient, c'est vraiment la joie, la chance, la gratitude de pouvoir faire ça, même si on traverse des moments difficiles. Mais voilà, d'avoir la chance de vivre et d'être dans ce que l'on aime. Et tu conclus justement ton film en disant il est grand temps d'écrire nos histoires et de pouvoir chanter nos chansons. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Et bien justement de pouvoir continuer à raconter mes histoires. Merci beaucoup d'être venu, merci pour tes conseils et tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à toi Marine.